Bonjour tout le monde, je vais partager avec vous aujourd'hui les réponses au concours de recrutement des ingénieurs d'État pour le concours qui s'est déroulé le 2025 février. Ce concours, c'est un concours de recrutement pour le ministère de l'Équipement et de l'Eau. C'est pour principalement recruter des développeurs. Alors le concours, il est divisé en deux parties. Il y a un exercice qui concerne la conception en UML. C'est le premier exercice avec deux questions. Et un deuxième exercice qui concerne un QCM avec 15 points qui est distribué sur à peu près 30 questions avec des choix multiples. Et le concours il s'est déroulé en 3 heures. Pour ce qui concerne le concours en soi, il n'est pas très compliqué. Cependant, dans le QCM, il y a des questions qui sont un petit peu des questions, comment dire, qui peuvent être un petit peu ambiguës. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui les réponses aux questions du QCM. Pour ce qui concerne le premier exercice, il faut possiblement ou potentiellement vous partager une petite réponse parce que vous faites, quand il s'agit de la conception email, généralement les réponses peuvent différer. Cela ne suppose pas que les réponses ne sont pas correctes, il n'y a pas une seule réponse. Ça reste quelque chose qui est relié à la façon avec laquelle la personne elle a vu un petit peu le système et son design et qu'est-ce qu'elle a mis en avantage, qu'est-ce qu'il a mis en désavantage, et ça reste vraiment quelque chose qui est général et subjectif, mais une solution peut être proposée généralement pour donner une solution qui peut être proche de l'optimal. En tout cas, je partagerai bien sûr avec vous les réponses directement sur GitHub, comme j'ai fait dans les dernières vidéos. Pour ce qui concerne les réponses au QCM, moi j'ai pas marqué les réponses dans cette vidéo. Je vais essayer de partager les réponses au fur et à mesure que j'avance sur le QCM. Et vous pouvez faire des pauses pour réfléchir avant de voir la réponse, afin de donner votre réponse de votre côté, voire vérifier si c'est correct ou pas. Ok. Donc voilà pour le premier exercice QCM. Nous allons répondre aux questions. Donc, quelle méthodologie agile repose sur des sprints? Ici, la première question, la réponse elle est simple. Sprint, c'est utilisé principalement dans Scrum. Et c'est utilisé dans Scrum et c'est une période qui généralement varie entre 2 semaines, 3 semaines jusqu'à 4 semaines, dépendamment du projet, dépendamment de la façon de gestion du projet, etc. Deuxième question, que signifie le cycle PMBOK? Alors le cycle PMBOK, il signifie Project Management Body of Knowledge. Vous pouvez vérifier toujours sur le site officiel de PMBOK et qui partage des informations par rapport à cette méthode de gestion des projets. Donc la réponse c'est le 1. La troisième question, dans une gestion de projet en cascade, quelle est la première phase? Donc dans les phases de gestion d'un projet, généralement on passe par plusieurs phases qui peuvent être par exemple l'analyse des spécifications, la conception, développement, maintenance, test, des choses comme ça, obsolescence. Généralement, la première phase avec laquelle on commence dans la plupart des projets, c'est l'analyse des besoins. Par conséquent, ici, la réponse est bien sûr l'analyse des besoins. Je vous invite de partager des réponses si vous trouvez que j'ai peut-être manqué une des questions. Bien évidemment, ça reste mes réponses, et pas les réponses exactes qui ont été partagées par les correcteurs, les gens qui ont fait le concours. Et par conséquent, c'est sujet à de l'erreur de ma part, donc vous pouvez toujours me corriger pour si jamais je me trompe dans une réponse. Pour ce qui concerne la quatrième question, quel outil est souvent utilisé pour la gestion des projets agiles? Ici, la réponse, c'est pas MS Project, c'est clairement pas Trello. Pendant que Trello peut être utilisé pour la gestion en Kanban, mais ce n'est pas considéré comme l'outil de gestion des projets en agile, ni Gantt Project. En fait, la réponse ici, c'est Jira. Donc, je vais marquer en fait Jira avec
le marqueur ici. C'est la réponse B. La cinquième question, quel document définit les exigences et objectifs d'un projet? Alors le document qui définit les exigences, c'est le cahier des charges. La plupart d'entre vous savent déjà la réponse, c'est quelque chose qui est très banal ici comme question. Enfin, je dirais straightforward, une question qui est presque donnée. Quelle pratique vise à réduire les risques en livrant des versions fonctionnelles du produit tout au long du projet? Ici, la réponse elle est simple, parce que ici, cela considère que c'est comme du prototypage. Si vous voulez, il y a des cycles. À chaque cycle, on va donner une version du projet. Par conséquent, la réponse est le modèle en spirale. C'est pas la réponse A, c'est pas un développement V, c'est pas un cycle en cascade, c'est pas l'intégration continue, c'est le modèle en spirale. La question 7, quel facteur est crucial pour la réussite d'un projet agile? En fait, ici, la réponse pour le projet agile, moi j'y répondais par une communication efficace. Mais franchement, les trois autres réponses, un document exhaustif, suivi rigide, les procédures, un cycle de développement, j'ai quand même pas pris en considération les trois autres réponses. Je me suis dit probablement c'est la communication efficace qui permet. Mais comme je vous ai dit, vous me laissez savoir si une réponse n'est pas correcte. Quelle commande SQL permet de supprimer une table d'une base de données? Si la réponse est clairement drop. En fait, drop c'est utilisé à la fois pour la suppression des tables et la suppression des, de la base de données. Mais pour ce qui concerne la suppression des lignes d'une table, on utilise delete. Pour la 9e question, quelle fonction SQL permet de calculer la somme des valeurs d'une colonne? Si la réponse est clairement somme, on est d'accord par rapport à ça. La somme, c'est calculé par cet opérateur SQL avec un group by, bien sûr. On utilise la somme, l'opérateur somme avec un group by. Pour ce qui concerne la syntaxe exacte d'un update, la réponse, ce n'est pas ni le B, ni le C, ni le D. Si vous remarquez ici modify et change, ce n'est pas utilisé. Mais on utilise update. Sauf que update, c'est la bonne syntaxe, c'est celle qui est là. C'est-à-dire on fait le set en premier, puis après on peut bien sûr filtrer par un ID ou bien par une clause where. Quelle est la principale fonction d'un système d'information? Alors ça, moi je me suis posé la question entre deux réponses qui peuvent être un petit peu similaires. Donc ce n'est pas la première, fournir des informations aux utilisateurs. Assurer la sécurité, c'est pas le cas. Sécurité, c'est pas vraiment un système, c'est pas l'objectif d'un système d'information. Alors, il y a automatiser les processus physiques et puis organiser et traiter les données pour soutenir les décisions. On est vraiment tenté pour données automatisées, parce que généralement, un système d'information, il permet d'automatiser pas mal de processus. Sauf que les processus physiques, ils ne sont pas tous euh, possibles à automatiser. Par conséquent, la réponse d'organiser et traiter les données reste quand même une réponse qui est proche de la bonne réponse. Donc j'ai quand même pris le C. Qu'est-ce qu'un ERP? Enterprise Resource Planning. Si la réponse c'est bien évidemment un système d'information intégré pour la gestion des processus d'affaires. C'est un système d'information intégré, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de processus qu'il gère. Ça peut être par exemple une partie de la gestion de l'information qui concerne des données liées à plusieurs métiers dans l'entreprise. Et c'est ça l'objectif, c'est que ça puisse traiter plusieurs process. Pour ce qui concerne la 13e question, quel est le rôle principal d'un middleware? La réponse ici, c'est connecter des applications disparates en facilitant les interactions. Qu'est-ce qu'un SOA? Alors, Service Oriented Architecture, c'est principalement des services, ok? Et c'est des services qui sont réutilisés via des interfaces standards. Il y a des interfaces standards donc de communication, telles que SOAP par exemple, WSTL. Les interfaces standards qui peuvent être distribuées sur différents environnements de développement, tels que Linux, Windows, et les services ils peuvent être réutilisés pour être intégrés ensemble dans une architecture logicielle. Qu'est-ce que l'architecture client-serveur?
Alors, une architecture où chaque utilisateur possède une copie, non. C'est pas un modèle où le client font des demandes et le serveur. En fait, c'est ça la réponse. En fait, c'est un modèle où les clients font des demandes et le serveur fournit les ressources nécessaires. C'est l'objectif de cette architecture client-serveur. Par conséquent, je vais marquer le P. Alors, quel est l'objectif principal du cloud computing dans une architecture des systèmes d'information? Quatre réponses proposées. L'objectif principal du cloud computing, euh, créer une base de données pour chaque entreprise, non, c'est pas le cas. Stocker des données sur les serveurs locaux. En fait, le cloud, généralement, les données sont stockées dans des serveurs qui sont délocalisés. C'est pas la réponse A. Offrir des ressources et services informatiques à la demande via Internet, ça c'est la bonne réponse. Quelle est la fonction principale de la couche de présentation dans une architecture en couche? Alors, moi j'ai mis une réponse et je crois savoir que c'est quand même une réponse qui pourrait être en doute. Donc, bon, vous pouvez faire votre petite analyse pour voir si c'est le cas ou pas. En tout cas, c'est pas gérer l'accès de base de données, ça c'est sûr. La couche présentation, c'est pas la gestion de la base de données. La gestion d'accès, pas ça. Effectuer des calculs et des traitements de données, c'est pas le cas. Assurer de la sécurité de la gestion des sessions utilisateurs et la gestion des sessions des utilisateurs et fournir une interface utilisateur pour interagir avec le système. Moi je crois que c'est soit le B, soit le D. Mais j'ai donné la réponse du B. Je dis quand même c'est une interface. Ça permet de donner une interface qui permet l'interaction entre les utilisateurs et le système. En tout cas, vous pouvez toujours me corriger si je me trompe. Bien sûr, c'est pas des questions, c'est des réponses, pas des réponses sûrement exactes. Je fais quand même un effort personnel pour faire de la recherche et essayer de donner les bonnes réponses. En tout cas, pour la 18e question, qu'est-ce que l'architecture reste? Ça, c'est simple comme réponse, bien sûr. C'est un modèle de communication donc, qui utilise des API HTTP, des requêtes en HTTP principalement. Quelle est l'une des principales précautions de sécurité dans l'architecture distribuée? Alors, l'une des préoccupations de la sécurité, bien sûr, c'est moi ce que j'ai mis comme réponse, c'est pas réduire le coût, uniquement le processus, c'est pas gérer les processus de ressources humaines, c'est pas assurer la mise à jour. Si la réponse c'est effectivement la confidentialité et l'intégrité. En fait, c'est presque une réponse qui est donnée. On sait bien que la confidentialité, tout ce qui est sécurité, c'est en lien avec la confidentialité. Donc c'est la réponse B. Quelle classe permet de manipuler les fichiers et les répertoires dans .NET? Ça, c'est une question que potentiellement plusieurs personnes vont se tromper de répondre à cette question. Pas tout le monde connaît un petit peu les dessous de .NET, mais la réponse, en fait, ça, la réponse exacte, c'est file info. Pas file system, c'est pas directory, c'est pas file reader, c'est file info. C'est file info qui permet en fait de gérer les fichiers et les répertoires. Enfin, manipuler. Dans quel espace de nom est définie la classe HTTP Clients? Alors dans .NET, bon, vous pouvez trouver directement ça sur Internet, c'est system.net.http. Quelle est la fonction principale d'un garbage collector? C'est le cas dans tous les frameworks ou bien les langages de programmation. Un garbage collector, ça permet de gérer les ressources, libérer la mémoire, inutiliser, donc la ressource de mémoire bien sûr. Donc c'est la B, la bonne réponse. Quelle classe dans .NET permet de gérer des connexions à une base de données SQL? Alors, pour les personnes qui n'ont jamais utilisé encore une fois .NET, probablement ça va être une question presque au pif. Il y a une petite erreur ici au niveau de la rédaction des réponses, mais la bonne réponse en fait, ici en fait c'est SQL commande. SQL connexion. En fait, le parseur de documents il m'a sorti un petit peu des caractères ambigus. M'excusez, je vais essayer de charger une nouvelle page rapidement.
En tout cas, je vais continuer quand même avec mes réponses ici, elles sont tout de même visibles. Alors pour la classe, ici la réponse, il y a SQL Command, SQL Connection pour les réponses. C'est SQL, ça commence avec SQL, c'est pas SOJ. SQL Query, SQL Manager. Alors la réponse exacte, c'est SQL Connection. Ok, c'est la bonne réponse. Ici, quel type de projet dans la 24e question, quel type de projet .NET permet de créer des applications web côté serveur? La réponse est directe, en fait, même une personne qui n'a jamais fait ça devrait avoir l'intuition de répondre avec Web Application, parce que ça parle d'application web, donc forcément le projet ça devrait être Web Application. C'est pas classe library. En fait, les classes library ils permettent surtout de gérer tout ce qui est librairie qui est réutilisable par d'autres projets qui sont stockés sous forme de fichiers DLL. Pour la console application, c'est une application console normale. Windows Forms application, c'est pour des applications Windows qui vont gérer toutes sortes d'interfaces graphiques qui est utilisée dans le bureau Windows, l'environnement Windows. Donc la réponse ici c'est Web Application. Que fait le code suivant? En fait, le code suivant, je vais regarder avec vous les réponses sur un document qui est plus lisible. J'ai les documents ici. Je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image. Ok, c'est bon. On arrive quand même à voir quelque chose. Alors le code, c'est celui-là que vous voyez ici. Je reviens au document. C'est la question que fait le code suivant. C'est moins clair, mais en tout cas, on va faire avec ça plutôt que le PDF. Si vous voyez ici, en fait, c'est un try-catch ici. Les réponses, on en a 4. Ça dit en fait simplement si ça provoque une exception de type nul, reference exception. Encore une fois, ça c'est du .NET. Enfin, .NET c'est du C# en .NET. Ici c'est un try-catch. Vous pouvez voir ici on a défini numbers qui est un tableau d'une dimension de 3 éléments entiers. Et ici ce qu'on fait c'est qu'on va affecter 10 à l'index 5. L'index 5 du tableau, normalement on est supposé accéder au 5 parce qu'il n'y a pas 5 éléments alloués dans le tableau. Par conséquent ça va déclencher une exception. Et l'exception quand elle est déclenchée ici, elle est gérée. Vous voyez ici, on a fait un catch et c'est index out of range exception qui va attraper cette erreur. En fait, la réponse simplement ici, c'est que c'est une exception qui est gérée. Par conséquent, le code va exécuter ce qu'il y a dans le catch. Donc la réponse ici, c'est il affiche index hors limite, qui est écrit ici, sans exception. C'est ça la bonne réponse. Pour ce qui concerne la deuxième question, où on a mentionné du code encore une fois en .NET, c'est la 26e. Ici, ce qu'on dit, c'est que quel serait le résultat du code suivant, tenant compte ce fichier API appconfig. L'appconfig, juste pour expliquer pour les personnes qui ne savent pas dans le .NET, c'est un fichier qui contient un petit peu des informations qui seront réutilisées dans le code. Des fois, c'est des données qui peuvent être stockées et qu'on ne veut pas afficher forcément dans le code et qu'on ne veut pas hard-coder dans le code en quelque sorte. Hard-coder, ça veut dire les écrire en brut dans le code. On voudrait quand même les extraire et les mettre dans un fichier qui sera dans le projet. Et généralement, c'est des informations qui peuvent contenir, par exemple, les informations d'accès à la base de données, tel que ici c'est le cas en fait, le connection string. Ça contient le nom de la base avec des modes d'accès et le mot de passe pour accéder avec le username de l'utilisateur qui sera utilisé pour accéder à la base de données. Il peut y avoir d'autres informations. En tout cas, pour l'objectif de cette question, c'est surtout de voir qu'est-ce que ce code-là fait. Dans ce code, on a un using et on a un string.
ici connection string, et on veut accéder à cet attribut dans le configuration manager, qui est MyDB connection, et après à cette propriété connection string. La réponse ici, pour les personnes qui ont fait du .NET, ils vont probablement savoir que ce code va quand même s'exécuter, il va permettre d'afficher ce qu'il y a dans la variable connection string, c'est-à-dire la chaîne de connexion. Donc la bonne réponse ici c'est le B. Ok, je passe aux autres questions, je reviens dans mon document, ici j'ai quand même le code qui est bien rédigé ici, qui est bien clair. En tout cas, vous pouvez toujours reprendre le document sur GitHub pour voir les questions. La 27e question, quelle est le principal caractéristique de la programmation orientée objet dans Java? Donc bien évidemment aussi c'est l'utilisation des classes et objets pour modéliser le comportement. Alors, ici j'ai fait une petite bêtise. Bien, c'est le B. Quelle exception est levée lorsque vous essayez d'accéder à un index invalide dans un tableau Java? En fait, à ma surprise, j'ai essayé de voir la réponse à cette question. Moi, j'avais répondu un C quand j'ai vu la question. Mais en fait, dans Java, on va aller jusqu'à un niveau plus spécifique. Dans les tableaux, il y a une exception bien particulière pour les tableaux, non pas pour toutes sortes d'objets itérés, où il y a des index qui est géré avec des index, mais on va ajouter un array index out of bounds, spécifique à Java bien sûr. Pour les personnes qui n'ont pas fait Java, probablement cette question va être un petit peu, comme moi bien sûr, en tout cas, ça va être un petit peu une question difficile à répondre. En tout cas, pour la 29e question, comment implémente-t-on un constructeur en Java? La réponse, c'est comme dans .NET, en fait, en déclarant une méthode avec le même nom de la classe. On est tenté de faire en utilisant le mot-clé constructeur. Et franchement, j'ai vérifié, moi j'ai eu le doute entre les deux questions, deux réponses, mais je me suis quand même en sorti en répondant avec cette question, cette réponse. Et voilà pour ce qui concerne cette question. La dernière question, moi j'ai répondu au set pour les threads, que c'est un segment. Que c'est un segment d'un programme qui peut s'exécuter de manière concurrente avec d'autres segments. Pourquoi en fait, moi j'ai réfléchi à la question de façon logique, je me suis dit que c'est pas des processus qui s'exécutent indépendamment. Ça peut être le cas, mais dépendamment de Java, mais ce que je sais par rapport au .NET, c'est que les threads, c'est vraiment des bouts de programme qui sont exécutés dans un seul process, mais ils sont exécutés de façon concurrente entre eux. C'est-à-dire, on alloue un petit jalon de temps à chaque process, enfin à chaque thread, pour qu'il s'exécute. Puis après, il y a un thread qui vient s'exécuter, etc. Par contre, la gestion des processus, moi je pense que c'est surtout des programmes qui sont indépendants. C'est pas les threads. En tout cas, si vous croyez que c'est à vous de me laisser votre avis par rapport à cette question. En tout cas, moi j'ai donné ma réponse à ces questions et on a eu 30, quand même c'est pas mal dans un concours d'avoir 30 questions. Et il y en a des questions, comme je vous ai dit, qui étaient un petit peu trompeuses. Ce qui est surprenant, c'est qu'on puisse trouver des questions par rapport à des langages de programmation tels que Java et .NET. C'est pas surprenant, j'ai vu ça dans pas mal de concours, mais c'est quand même quelque chose qui peut représenter des difficultés pour des personnes qui n'ont pas fait de la programmation dans un certain langage. Ça représente quand même un petit challenge de plus pour marquer un score élevé de points dans un QCM. Généralement, c'est ça les QCM, c'est d'essayer de trouver des réponses qui puissent être proches. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y en a 30 questions et que le concours en complet, 15 points pour le QCM, c'est quand même intéressant de voir que presque toute la note est considérée dans un QCM. Voilà pour ce qui concerne les réponses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je partagerai avec vous le document, bien sûr avec les réponses marquées dans mon GitHub que vous pouvez trouver sur la vidéo en commentaire. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires pour toute, bien sûr, amélioration susceptible d'être rajoutée. À très bientôt dans une très nouvelle vidéo et dans un autre exercice pour un concours public de recrutement.